Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Patricia Perrin. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors Patricia, vous êtes diététicienne nutritionniste. C'est bien cela. ça? Oui, tout à fait. J'ai 50 ans, je suis originaire de Cahors, ici, dans le Lot. Et à la base, j'ai fait des études d'ingénieur en agroalimentaire. Et c'est que 10 ans plus tard que j'ai repris mes études pour passer un BTS de diététique, pour être diététicienne nutritionniste, pour vraiment pouvoir accompagner les patients au quotidien dans des soins, dans des conseils en nutrition. Alors, la question de base, c'est quelle est la différence entre diététicien et nutritionniste? Alors, comme je l'ai précisé, mon diplôme, moi, c'est diététicienne nutritionniste. C'est-à-dire que la diététique s'intéresse davantage à comment est-ce que je dois modifier mon alimentation pour répondre à un besoin spécifique de mon corps. La nutrition, c'est finalement qu'est-ce que je dois apporter à mon corps pour qu'il soit en bonne santé de manière générale. Eh bien, le diplôme que j'ai, qui est un des seuls qui est reconnu par l'État aujourd'hui en France, on est profession de santé. Le diplôme de diététicien nutritionniste, c'est et la nutrition et la diététique. Donc on va aussi bien donner des conseils à des personnes qui sont en bonne santé, justement pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon corps pour rester en bonne santé. Et en même temps, à partir du moment où des symptômes ou des pathologies apparaissent, eh bien, on va pouvoir adapter l'alimentation. Alors il y a le mot diététique dedans qui fait penser à diète et régime. On essaye de plus en plus de sortir de cette notion de régime, mais pour dire qu'une diététique adaptée, c'est juste finalement des ajustements que l'on doit faire dans son alimentation. Donc, vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler de santé, de nourriture, de santé préventive et prévention de santé. Les deux expressions paraissent un petit peu similaires, mais elles sont complètement différentes. Oui, je pense que aujourd'hui, la prévention santé, c'est être capable aujourd'hui de donner des discours à tous les types de publics, que ce soit des personnes, des groupes d'enfants, que ce soit... Nos discours aujourd'hui doivent être adaptés à chaque type de public. On appelle ça la prévention santé parce qu'on ne va forcément pas aborder les mêmes sujets chez un groupe de seniors, chez un groupe de personnes en activité qui travaillent en horaire décalé en entreprise ou un groupe d'adolescents qui mangent mal par exemple au lycée. Donc la prévention santé, ça va être d'être capable d'apporter les bonnes infos au bon moment à des groupes de population pour tout simplement qu'elles apprennent à prendre soin de leur corps. On est dans le domaine de la prévention, c'est-à-dire évidemment c'est pour éviter les pathologies, pour éviter, alors peut-être les premiers symptômes qu'on va voir effectivement c'est le poids qui évolue, mais malheureusement sur la durée ce sont plutôt ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, les MNT en fait, qui vont apparaître. On sait qu'au cours de sa vie on va développer des maladies et ces maladies sont liées en particulier à notre style de vie, à notre environnement et en grande partie effectivement à ce qu'on consomme, les aliments, l'alcool, le tabac, etc. Donc la prévention santé, c'est apporter le bon discours assez tôt, sous une forme absolument pas moralisatrice ou quoi que ce soit, mais vraiment pédagogique, c'est-à-dire expliquer aux gens, voilà comment fonctionne mon organisme, voilà comment est-ce que je dois apporter des nutriments à mon organisme. Alors que la santé préventive, je dirais, elle consiste plus à accompagner des gens de façon individuelle en se disant voilà, moi j'ai des problèmes de transit, tiens, j'ai des crampes, comment est-ce que je vais pouvoir accompagner cette personne pour qu'elle, finalement, que ces premiers symptômes qui apparaissent soient très vite enrayés par un changement alimentaire, par un changement d'hygiène de vie, peu importe, par une mise en place de plein de petites choses bout à bout, de façon à ce que cette personne ne dérive pas vers une pathologie. Finalement, quand quelqu'un va prendre 5 ou 10 kilos, le poids en lui-même techniquement n'est pas un problème, mais on sait parfaitement que l'évolution, la dérive en fait de ce poids signifiera dans quelques années probablement plus de chances d'avoir un diabète ou des maladies cardiovasculaires ou des problèmes de cancer colorectaux ou autres. On sait aujourd'hui qu'on dérive à partir du moment où les premiers symptômes n'ont pas été étudiés. Donc l'idée, dans la santé préventive, c'est de s'intéresser à la personne de façon individuelle et de l'amener à changer des petites choses au quotidien. Alors souvent quand on pense changer quelque chose, ça a un côté un petit peu restrictif, un petit peu contraignant. Donc ça peut aussi arrêter dans la démarche, c'est se dire je vais encore faire un régime, mais le régime je ne vais pas m'y tenir. Comment ça marche?
Alors on est tous d'accord qu'en fait un régime, on ne va pas s'y tenir. Or là, on est en train de dire, une fois qu'on explique à quelqu'un, voilà comment fonctionne ton corps et voilà pourquoi c'est en train de dériver, j'ai perdu trop de poids, ou bien j'ai pris trop de poids, ou bien mon diabète augmente, ou j'ai des problèmes de transit. Une fois qu'on a compris en fait pourquoi on en arrive là, on va pouvoir mettre en place des choses. Chacune de ces choses, soyons clairs, si j'arrive pas à les mettre en place un mois, un an, 10 ans, 40 ans d'affilée, ça n'aura aucun intérêt. Je vais mettre en place ce qu'on fait dans un régime, je mets en place des actions, des restrictions, et puis je tiens, certains tiennent longtemps avec un régime, grand respect. Faut avoir envie au quotidien de s'imposer des choses qui ne se font absolument pas plaisir, qui sont désagréables, qui font peut-être même du mal à mon corps. C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire ce qu'on va définir comme un régime sur du très long terme? Techniquement, en fait, le régime, par définition, il est destiné à être arrêté. C'est de la restriction. C'est de la restriction. C'est pas forcément, on focalise sur un sujet, par exemple, je veux perdre du poids, j'utilise une méthode, peu importe, hyperprotéinée. On focalise pas du tout à côté sur les pauvres reins qui vont devoir absorber des doses de protéines très importantes. En fait, le régime, c'est une vision vraiment focalisée sur un problème, le poids, alors qu'en fait, il faut regarder ce sujet dans sa globalité. Aucun régime n'est tenable sur la durée. Même, vous voyez, aujourd'hui on travaille avec des diabétiques, on se dit, évidemment, le diabétique, il va devoir mettre en place des restrictions très importantes. On se rend compte qu'aujourd'hui, plus je restreins le diabétique, plus il fait n'importe quoi. Donc on n'a pas le choix, on ne doit pas tomber dans de la restriction, on doit mettre en place bout à bout des tonnes d'actions qui sont mieux, qui fonctionnent mieux finalement, qui vont apporter un bénéfice à mon corps. Mais par contre, chacune de ces actions, je dois me poser la question, est-ce que j'aime le faire? Si c'est pas agréable, honnêtement, je ne le tiendrai pas. Est-ce que c'est pratique dans ma vie? S'il s'agit de passer 3 heures à cuisiner 3 fois par semaine alors que ma vie est très remplie, je ne le tiendrai pas. C'est pas vrai. S'il s'agit de manger complètement à part des autres, toute ma famille mange équilibré et moi je me restreins, je ne le tiendrai pas, c'est pas vrai. Et donc dès que c'est pas pratique, pas plaisir, je ne le tiendrai pas. Donc ça s'appelle un régime, tôt ou tard je vais arrêter, et tôt ou tard je reprendrai le mode de vie d'avant. Je n'aurai avancé en rien. Si, j'aurai peut-être perdu quelques kilos, mais en reprenant le mode de vie d'avant, ces kilos vont revenir. Je dis souvent aux gens, c'est même pas de votre faute si vous reprenez du poids après un régime. C'est même pas de votre faute. C'est normal. Après une phase de restriction, le corps, il reprend le mode de vie d'avant. Et puis il y a aussi le sentiment de frustration qu'aura généré le régime, et le corps tout naturellement peut aller essayer d'anticiper possiblement le prochain régime. Je pense qu'on peut dire qu'on a des séquelles d'un régime. On a toujours des séquelles. Et quand les personnes me disent, moi j'ai fait des régimes toute ma vie, d'avance, je me dis en recevant cette personne, on part avec un sujet, avec des handicaps. Comment dire autrement? C'est des croyances par rapport à la nourriture aussi. Elle va avoir, selon les régimes successifs que cette personne va avoir fait, elle va avoir des croyances, des peurs, un sentiment, ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, le sentiment que de toute façon ça rate tout le temps. Donc pourquoi est-ce que cette fois-ci ça réussirait? Donc petit à petit, cette personne, elle a de moins en moins confiance en elle, confiance dans le fait qu'elle va perdre du poids. Quand je reçois quelqu'un qui a 20 ans et qui n'a jamais fait de régime, la personne, elle va essayer de comprendre, elle va appliquer les conseils, elle va tester, elle va dire ça me va pas. Elle n'a pas de prérequis. Elle se dit pas oui mais ça il paraît que ça c'était interdit. Oui mais il me semblait qu'il fallait pas faire ça parce que elle n'a pas d'avis en fait préconçu, elle n'a pas de phobie et elle n'a pas de traumatisme. Je pense qu'on peut dire que chaque régime crée son traumatisme. La frustration crée des traumatismes. Créer de la culpabilité et ce que j'appelle le sentiment d'efficacité personnelle, on a encore moins de chances de réussir parce qu'on va baisser les bras beaucoup plus vite au fur et à mesure que l'on se met dans ces situations de restriction. Et que penser justement de comportements qui vont être plus dans j'ai pas le temps de manger, je ne pense pas à manger, je mangerai plus tard, et vont se rabattre peut-être au repas suivant sur une quantité ou un bol alimentaire
supérieur à ce qu'elles auront l'habitude de consommer. Finalement, on se rend compte à travers ce que vous décrivez que très souvent, en fait, le cerveau décide de ce qui est bon ou pas bon de faire, de à quelle heure je vais manger ou je ne vais pas manger. J'ai le temps ou je n'ai pas le temps. Je vais manger ci ou je ne vais pas manger ça. C'est finalement mon cerveau, c'est des stratégies que je mets en place. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est pas assez connecté avec notre corps pour se dire, attends, quels sont les besoins d'un corps humain? Les besoins d'un corps humain, ils sont de manger assez régulièrement dans une journée. Nous ne sommes pas un animal qui est fait pour manger une fois par jour. On peut toujours le faire, mais en tout cas, c'est mon cerveau qui va décider de le faire. Mon corps, le corps humain, il ne fonctionne pas comme ça. Une fois que je comprends que c'est finalement mon corps humain, il a des besoins très précis, il a besoin de ça, de ça, de ça, de ça, qu'il a besoin de manger régulièrement, que quand c'est trop, il me le dit, que quand c'est pas assez, il me le dit aussi. Soit j'accepte d'écouter ce que me dit mon corps, et à ce moment-là, on va travailler en osmose, on va travailler en binôme toute ma vie en fait. Peut-être du coup, en étant en bienveillance comme ça, on va travailler sur finalement la santé en fait, je vais aider à la santé de mon corps, ou bien je décide de stratégies qui sont, et les gens me disent souvent, mais vous comprenez, au travail, j'ai pas le temps, au travail, avec mon travail. Ah, là j'avais faim, mais j'étais au travail, j'ai pas pu. Je dis, notons juste qu'encore une fois, c'est le corps qui fait les frais de toutes ces stratégies liées à notre mode de vie social, à notre culture, à notre... c'est toujours le corps qui en fait les frais. Et au final, les gens viennent consulter en me disant, voilà, je viens vous voir parce que j'ai un problème avec mon corps. Et je dis, mais probablement qu'il est temps de se poser la question, de quoi a besoin mon corps, et dans la limite de mes besoins, de mes capacités, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mon corps, il ait davantage toutes les choses dont il a besoin. Je dois me rapprocher de ça. J'ai pas besoin d'être parfait, mais j'ai besoin de me rapprocher de ses besoins quand même. Il y a aussi le côté contrôlant par rapport au corps, c'est-à-dire que aujourd'hui on est dans une société d'apparence depuis quelques décennies maintenant, et toutes ces images transmises, transférées, que ce soit il y a 40 ans sur du papier glacé, aujourd'hui par les réseaux, toutes ces images illusoires, c'est complètement transformé. Elles transforment le regard que l'on a de nous-mêmes, de notre corps. Ce regard au corps, encore une fois, il change, il se modifie, on se veut plus ceci, moins cela. Et c'est encore une fois l'alimentation qui va être immédiatement pointée du doigt. Et on va s'handicaper par rapport à ça. On va se mettre de nouvelles règles, de nouveaux consensus, de nouveaux protocoles. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on les trouvait même plus loin. On les trouvait dans les magazines féminins sous différents intitulés. Perdez tant de temps, perdez tant de kilos en tant de temps. De grands magazines, et tous les ans ils sortaient tout le temps aux mêmes époques, avant Noël, après Noël, avant l'été, après l'été, comment perdre du poids, ou comment perdre de telle partie du corps, comment ne pas perdre... Voilà, il y avait quelque chose qui était complètement désynchronisé, et c'est ça, c'est tout ce regard que l'on peut avoir par rapport à notre apparence fait un bond considérable sur notre alimentation. Tout à fait. On a une pression quand même, c'est vrai, je dirais presque surtout les femmes, parce qu'effectivement moi en consultation j'ai vraiment une majorité de femmes qui consultent, toute leur vie elles ont une pression par rapport à leur poids. Il se trouve qu'on a aussi beaucoup plus de handicaps probablement, ne serait-ce qu'hormonaux, émotionnels peut-être, bref. On a des handicaps par rapport aux hommes, et effectivement les femmes ont plus de mal à gérer leur poids. Mais je pense également que beaucoup d'hommes ont des problèmes de poids, mais n'en font pas toute une affaire en fait. N'ont pas toute leur vie cette obsession d'avoir pas trop de gras, les cuisses qui se touchent pas trop, d'être capable de mettre un jean taille basse ou un jean slim, de mettre tel ou tel vêtement. Je pense que la femme a énormément de pression. Et d'autre part, on est tous plus ou moins aujourd'hui dans un pays grossophobe. C'est-à-dire qu'on n'aime pas le gras, et on a fait la chasse au gras. On a dit aux gens, faut pas manger sinon on va grossir. Donc on a fait peur aux gens aussi avec le poids, en oubliant peut-être qu'il y a poids et poids, c'est-à-dire que le gras qui est visible, le petit bourrelet de gras, n'a jamais eu
n'a jamais été un problème pathologique en fait. On confond santé et apparence. Complètement. Complètement. C'est là où le bas blesse quelque part. Complètement. La femme, malheureusement, elle est avec ses hormones, que ce soit les oestrogènes, la progestérone, elle est faite pour stocker du gras toute sa vie, tant qu'elle peut avoir des enfants en tout cas, avec des organes de stockage de gras, les fesses, les cuisses, les hanches. On est fait pour stocker du gras. C'est quand même énorme de vouloir aujourd'hui absolument qu'il n'y ait pas une couche de gras qui soit sur notre corps et qui... C'est pas possible. C'est pas possible. Ou si c'est possible, ça l'est, mais ça oblige à faire ce qu'on appelle de la restriction cognitive, c'est-à-dire à imposer des choses à mon corps qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas normales. Et restriction cognitive qui va forcément générer des troubles neurocognitifs. Complètement. Au final, comme vous disiez, on va mettre en place toujours une stratégie. Je veux maigrir, alors je vais faire de l'hyperprotéiné. Je veux maigrir, alors je vais faire le jeûne intermittent. On met en place des stratégies qui, chacune d'entre elles, découlent sur finalement de la restriction, toujours, et découlent sur probablement des séquelles au niveau du comportement alimentaire futur. Finalement, on peut imaginer qu'une dérive du poids est quand même quelque chose à prendre en compte. Je ne dis pas que le poids n'est pas grave, je dis juste que avoir un peu de poids, c'est finalement, je pense que c'est un fabuleux signal que m'envoie mon corps pour me dire voilà, je m'encrasse de l'extérieur, sache-le, probablement je m'encrasse aussi de l'intérieur. J'aime beaucoup le prendre comme ça, c'est-à-dire à petite dose, quelques kilos en trop, techniquement se voit à l'extérieur, peut-être n'ont pas d'impact à l'intérieur. Mais une dérive du poids, finalement c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire à travers la notion d'IMC, l'indice de masse corporelle, où on a dit finalement au-dessus d'un certain poids on est en surpoids, ce qui n'est pas pareil que l'obésité. En fait ce qu'on a voulu dire par là, c'est que le surpoids montre une dérive, c'est là où, probablement un outil utile pour nous dire attention, il est en train de se passer quelque chose, mon corps n'utilise pas très bien ce que je lui mets à l'intérieur. Soit il ne le brûle pas bien, soit il manque des choses et du coup il a mis en place des stratégies pour surstocker. Mais en tout cas, il se passe quelque chose. Moi je pense que le poids est une chance de se dire il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Il y a quelque chose qui est en train de dériver. Et lorsqu'on arrive effectivement au stade de l'obésité, de toute façon on l'a montré, on est à un stade où déjà chacun de mes organes a probablement accusé le coup. Mon foie est devenu un peu plus gras, mes reins sont peut-être un petit peu trop utilisés, mon pancréas a du mal à cracher l'insuline ou au contraire est parti en ce qu'on appelle en résistance à l'insuline. Au final, au stade de l'obésité, on a probablement déjà une dérive à l'intérieur, une dérive de chacun de mes organes. Donc oui, il est temps de faire quelque chose. Je dirais finalement, c'est la dérive du poids qui est censé nous faire agir et nous dire voilà, aujourd'hui, dans la façon dont mon cerveau a mis en place des stratégies, ça ne va pas, puisque mon poids dérive. C'est dans ce sens-là qu'on le prend. Et c'est là où c'est nécessaire aussi de pouvoir trouver un accompagnement adapté pour pouvoir justement débloquer la situation, pas forcément s'enfermer encore une fois dans des régimes magazines, virtuels ou autres, ou conseillés par l'ami, le frère, la voisine, etc. C'est important vraiment de pouvoir se dire s'il y a un dysfonctionnement et déjà la manière dont on se regarde. Pourquoi est-ce que je m'estime trop ou pas assez dans mon poids? Est-ce que c'est parce que je ne rentre plus dans le pantalon que j'ai acheté il y a 10-15 ans? Mais peut-être que c'est normal de ne plus rentrer dans le pantalon que l'on a acheté il y a 10-15 ans en arrière. Il y a aussi ce côté métabolisme, c'est intéressant, physiologique. Ouais. De pouvoir se dire, bon, ben, à un moment donné, peut-être que si je commence à faire le tri dans mon armoire, je commence par évacuer un peu cette image que j'avais de moi et je commence aussi à m'adapter à l'image qui est en train de se créer parce que, ben, en effet, quand on est soumis à des mouvements hormonaux, des mouvements émotionnels, ben, le corps il va avoir des fluctuations. Tout à fait. Je pense qu'il y a une partie de la population qui sait quel est son poids de forme. C'est-à-dire, à un moment donné dans sa vie, jusqu'à tel âge, elle a eu un poids de forme, un poids dans lequel elle était bien, sans faire d'effort. Hein. C'est là qu'on peut se dire, notons qu'on ne faisait aucun effort et que le corps allait très bien. D'accord ? C'est ça qui est très intéressant, de se dire, ça a existé cette période-là où honnêtement,
les choses étaient finalement équilibrées en quelque sorte entre mon métabolisme, ce que j'avalais, mon état physiologique, l'état de chacun de mes organes et mon état psychologique de l'époque, j'avais une sorte d'équilibre. Et aujourd'hui, je ne l'ai plus. En fait, c'est ça, la dérive du poids, finalement, elle montre que l'équilibre entre finalement tous ces facteurs, il a évolué. Le problème d'un régime, c'est qu'on va jouer sur un des facteurs, en fait, la plupart du temps. Régime hypocalorique, on baisse la quantité de calories, donc les aliments. Régime sport tous les jours. J'ai des personnes qui se mettent à me dire, je fais du sport tous les jours, 1 heure de sport tous les jours. Je joue sur donc le métabolisme. Mais en jouant sur le métabolisme sans jouer sur l'alimentation, en jouant sur le métabolisme sans notamment augmenter par exemple ses protéines, on est en train de faire du mal d'un côté. On génère des carences, alors qu'on est en train de faire un focus complet sur une chose qui est j'augmente mon métabolisme à travers le sport. On va focaliser certains. J'ai une personne qui m'a dit j'ai fait de l'hypnose, ça ne marche pas pour maigrir. Je dis parce que vous avez estimé que l'hypnose était le levier, le seul levier dans votre vie d'aujourd'hui pour pouvoir perdre du poids. Mais s'il y avait un seul levier, très honnêtement, je pense que probablement tout le monde le trouverait tôt ou tard. Sauf que les leviers évoluent. Ma façon de manger aujourd'hui, ce n'est pas la même façon de manger d'il y a 10 ans. Ma façon de brûler aujourd'hui n'est pas la même façon. Chacun de mes organes a évolué. Mon intestin peut-être ne fonctionne plus comme il y a 10 ans. Mon foie, mon pancréas, mes reins. Mais mon rythme alimentaire n'est pas le même. Peut-être je dors moins bien qu'auparavant. Ça, c'est très important. Et puis psychologiquement, j'ai fait plusieurs régimes, donc j'ai quelques phobies, j'ai quelques tocs alimentaires, j'ai peut-être quelques restrictions dans ma tête et je me dis ça, non, ça, il ne faut pas. Et au final, je ne suis plus la même personne. Ce n'est pas en agissant sur un levier, en faisant un régime, que je vais pouvoir répondre en fait aux besoins de mon corps qui ont changé. Et donc le travail, quand on est accompagné notamment par une diététicienne nutritionniste, le travail il va être de dire je vais regarder le sujet dans sa globalité. Et même moi il m'arrive très souvent de travailler en collaboration avec d'autres professionnels, des kinés, des psys, parce que au final si on arrive à mettre tout ensemble en fait et à aider la personne à retrouver le bien-être, à apporter suffisamment de bien-être à son corps, probablement on résoudra le problème de poids. Le poids, selon moi, n'est pas le problème. Le poids, c'est la conséquence de ces dérives. Et en fait, notre mission, c'est de trouver quelles sont ces dérives. Et justement, en parlant de dérives, quand il y a ces dysfonctionnements, on appelle ça des troubles du comportement alimentaire. Alors, on connaît les grands intitulés, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, l'orthorexie aussi, qui est moins mise en avant, mais qui se développe de plus en plus. Et tous ces symptômes se développent comment? Alors, on va considérer la boulimie et l'anorexie à part, puisqu'aujourd'hui, on sait que ce sont des pathologies qui sont d'ordre psychiatrique. On peut dire psychologique, mais malheureusement le terme exact c'est psychiatrique, c'est-à-dire mon cerveau a une configuration qui est telle que je vais être capable de mettre en place des stratégies extrêmement rigides, quitte à ce que ça fasse mal à mon corps, quitte même à ce que ça me mette en danger, mais je l'ai fait parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Donc je les mets à part ces pathologies-là, parce que même en diététique aujourd'hui, je ne pourrais pas aider une personne à moi toute seule, qui aurait un problème d'anorexie et de boulimie parce qu'on a quelque chose fondamentalement à travailler en psychologie. À côté de ça, effectivement, on a ce qu'on appelle l'hyperphagie. C'est quelqu'un qui se met à manger énormément parce que, très souvent parce qu'elle est affamée déjà, premièrement. On a tous ces cas de personnes qui arrivent et qui me disent « j'avais trop faim et j'ai tout dévoré ». Et oui, donc ça effectivement c'est quelque chose qui se travaille ensemble, comment faire pour ne pas avoir trop faim lorsqu'on arrive à table déjà, première solution. Et puis il y a ces personnes qui vont avoir des troubles d'hyperphagie, donc le fait de manger trop, pour des raisons qui sont tout autres. Par exemple une émotion trop forte, c'est ce qu'on appelle manger ses émotions. À ce moment-là, la seule solution que j'ai pour m'apaiser, c'est finalement de faire rentrer des aliments à l'intérieur. Et probablement ça marche un petit peu. On a montré que le gras et le sucre aidaient énormément à baisser la sensation de mal-être chez quelqu'un qui est triste, chez quelqu'un. Donc malheureusement, techniquement, ça fonctionne. Certains vont partir vers de l'alcool, d'autres vers des drogues. Finalement, la nourriture est peut-être un moindre mal. En tout cas, sur le coup,
C'est quelque chose qui va répondre à un besoin soudain, immédiat, et on ne sent pas tellement d'alternatives sur le coup. Et je pense d'ailleurs que la culpabilité de craquer à ce moment-là, il va falloir qu'on la remette à plat, parce que je pense que c'est une réponse légitime à ce moment-là. Des symptômes variants comme l'hyperphagie peuvent aussi générer des déséquilibres à l'intérieur, non visibles. Si la personne se met à consommer pendant tant de temps, donc à l'intérieur, ça va être un petit peu le branle-bas de combat. Et après, il y aura restriction. Et après, il y aura... Ça va pas forcément se voir à l'extérieur sur une enveloppe physique immédiate, Pas mais forcément. au niveau organique. Tout à fait. En fait, finalement, on peut imaginer qu'on partirait d'un comportement alimentaire normal. C'est ce que j'appelle moi un comportement alimentaire sain, serein, où on ne se prive pas, on mange un peu de tout, parce que c'est de ça dont a besoin l'organisme. Et par-dessus ce comportement alimentaire sain et serein, j'aime beaucoup la notion de sérénité, le fait de ne pas être obsédé par il faut pas, c'est bien, c'est pas bien, ce sont des notions qui ne nous intéressent pas et qui sont des troubles déjà à part entière. Et finalement, à partir de ce comportement alimentaire sain, on développe effectivement des troubles, et ces troubles vont, sur la durée, évidemment, avoir des conséquences. La personne qui se fait vomir va avoir des problèmes au niveau de l'œsophage, au niveau des dents, au niveau... la personne qui mange trop, mange une plaque de chocolat, va petit à petit avoir probablement ses gamma-GT qui vont augmenter ou ses transaminases au niveau du foie. Oui, en fait, les conséquences vont apparaître, et finalement, le sujet va être de jouer sur la cause, pas sur le problème de poids. Le problème n'est pas le problème du foie qui s'est encrassé, le problème est de dire, voilà, quel est mon sujet ? Qu'est-ce qui a dérivé ? Et lorsque j'identifie que le problème est un problème de comportement, c'est-à-dire je n'arrive pas à m'empêcher de manger de grosses quantités, le problème n'est pas alimentaire. Il est d'ordre psychologique, il y a quelque chose qui se passe, un lien assez légitime, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on admette que quand ça ne va pas bien à l'intérieur, je pense qu'il y a besoin de l'alimentation. Donc notre mission, elle est de dire comment faire pour identifier ce qui ne va pas bien à l'intérieur, qui vont être les professionnels qui vont m'aider pour avancer et résoudre ce problème. Mettons le doigt sur ce qui ne va pas. L'idée, elle est là. On peut aussi basculer sur on va dire, des jeunes adultes ou des adultes, quelles que soient les tranches d'âge, qui vont exprimer peut-être un besoin compensatoire dans l'alimentation quand une émotion va être trop forte, parce qu'enfant, on va leur avoir expliqué que si ça va pas, mange, ça va aller. Tout à fait. Ces croyances un peu d'une autre époque. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des croyances. On parle même aujourd'hui de mémoire traumatique. C'est-à-dire que si à chaque fois, quand j'ai eu une douleur, quand j'étais enfant, quand on m'a fait un vaccin et qu'on m'a donné un bonbon, une sucette, pour me dire c'est pas grave, je pense qu'on est traumatisé. C'est-à-dire que pour nous, dans notre cerveau, la notion de douleur doit être suivie d'une petite récompense. Et en tant qu'adulte, on va tout simplement réitérer, en fait, de façon totalement inconsciente, réitérer ces comportements. Quand on sera triste, peut-être que quand on était petit, on prenait un verre de lait au chocolat pour s'endormir le soir parce que ça faisait cocooning, ça faisait... Eh bien, la personne qui est triste ou qui se sent très très seule, elle va avoir tendance à reproduire des comportements alimentaires le soir qui sont en lien probablement avec ce qu'elle vivait autrefois. Finalement, on est sur... On peut toujours faire un régime pour essayer de compenser quelque chose, mais la solution, ici, elle est, encore une fois, située dans notre inconscient, dans notre subconscient. Et donc, aujourd'hui, il existe, c'est ça qui est assez fabuleux aussi, il existe des méthodes, des techniques aujourd'hui pour aller défaire ces schémas qui sont trop automatiques et qui au final, engendrent des comportements alimentaires qui vont encrasser mon corps, encrasser chacun de mes organes, jusqu'à ce que le poids apparaisse. Et là, vraiment, on met en avant, on met un point sur le système émotionnel qui est en lien avec cette alimentation. C'est du tissage depuis des générations. Et c'est important de garder à l'esprit que quand on a une émotion, quand on vit quelque chose, des fois, cette situation va déjà nous apporter une information nutritionnelle. Pas la nourriture comme on entend, mais une information nutritionnelle. Donc, si par exemple j'ai un choc émotionnel dans la matinée et que le midi j'ai pas faim mais je mange quand même,
C'est un petit peu comme si je n'avais pas eu le temps de digérer l'information du matin, mais que je mange quand même. Qu'est-ce qui se passe dans mon organisme? Je pense qu'en fait, on a vraiment cette notion de digestion des émotions. C'est intéressant que vous utilisiez le terme comme ça. Je pense qu'en fait, on doit effectivement comprendre qu'on est un organisme vivant, on va dire, qui ressent des émotions beaucoup plus probablement, je dis probablement parce qu'après tout on n'en sait pas vraiment grand chose, plus que la plupart des animaux, on a des notions, des émotions. Et ces émotions, soit je les gère, c'est-à-dire qu'à un moment donné je ressens une émotion, je vais essayer de la faire sortir, de crier, de pleurer, soit je ne peux pas la gérer parce que je suis au travail, parce que j'ai appris aussi à cacher mes émotions, et à ce moment-là, effectivement, il faut l'enfoncer. Et quoi de mieux que l'alimentation pour enfoncer les émotions? Et effectivement, on voit beaucoup de personnes qui ensuite vont manger pour finalement laisser cette émotion bien enfouie. On pense aujourd'hui aussi que ces émotions finalement refoulées qui sont finalement s'entassent, s'encrassent à l'intérieur, elles génèrent aussi différentes pathologies en fait au niveau de nos organes. En médecine chinoise, on travaille beaucoup sur ces notions-là. La colère qui affecte tel ou tel organe. En tout cas, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que finalement, je parlais du lien entre mon cerveau et mon corps. Je pense qu'on a oublié le troisième. Le troisième, c'est le cœur, les émotions. Et donc, je vais devoir bien comprendre qu'à chaque fois qu'une émotion apparaît, je dois la traiter comme telle. C'est-à-dire, si j'ai pas le temps maintenant, tôt ou tard, je vais devoir l'évacuer, je vais devoir la gérer. Si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, je vais devoir finalement faire quelque chose. Sinon la nourriture sera la première à venir aider, essayer d'atténuer la douleur. Avec des conséquences qui sont, cette fois-ci, finalement pour aider mes émotions, c'est mon corps qui va en pâtir. Je dois, avec mon cerveau, avec toute la partie consciente, je dois absolument comprendre les besoins de mes émotions, les besoins pour gérer mes émotions et les besoins pour gérer mon corps. Et dans l'alimentation, justement, on parle vraiment ce lien entre émotion et corps et alimentation. On peut observer qu'après un repas un petit peu trop chargé, le lendemain ou le surlendemain, on peut avoir des pics émotionnels, soit être en colère sans raison apparente ou dans une émotion de tristesse beaucoup plus importante. Donc on sent que dans ces cas-là, il y a un organe qui a été impacté. Mais très souvent, on ne fait pas forcément le lien dans l'immédiat, dans notre quotidien. Même nous, praticiens, des fois, c'est pas instinctif quand il s'agit de nous-mêmes. Donc, c'est aussi pouvoir, tel un cercle bienveillant aussi, c'est garder à l'esprit pourquoi est-ce que je prends note de ce que je mange, de ce que je donne à mon corps. C'est aussi, si je donne tel aliment à mon corps, il va se passer ça, mais si je donne tel aliment à mon corps, il va se passer ça. Vers quoi j'ai envie d'aller? Tout à fait. On peut imaginer lorsqu'on fait un gros repas, une soirée plus festive en fait, on peut bien évidemment se douter que le corps n'avait pas forcément besoin de l'apport calorique que l'on a apporté. Et en même temps, ça fait partie de notre vie. En fait, c'est ça qui est quand même très très intéressant à noter. Les gens me disent parfois « Oh, j'ai fait un écart ». Mais qu'est-ce que vous appelez un écart en fait? Un écart, c'est vivre normalement, aller au restaurant avec des amis ou boire quelques coupes de champagne parce qu'on a fêté quelque chose. En fait, cette notion d'écart, elle nous fait... J'entends moi derrière la culpabilité qu'il y a derrière. Or, notre vie, en fait, nous avons un corps qui est justement capable, grâce à ses organes, le foie, les reins, le pancréas, on a un organe qui est capable de gérer les écarts. C'est ça qui est fabuleux. Mais les conséquences, elles sont là. Quand j'ai trop mangé sur un repas du soir, on est quand même le seul animal qui se lève le matin et qui se dit « je vais quand même prendre mon petit déjeuner ». Je crois que pas un animal qui tuerait un bison le soir se lève et se dit « c'est l'heure de la gazelle ». C'est quelque chose, un exemple que j'utilise beaucoup parce que c'est vraiment typique. Nous sommes incapables, quand on surcharge un petit peu l'organisme le soir, juste de dire « j'ai compris ». J'ai mis un peu trop de gras, il va falloir quelques heures, c'est de la méconnaissance, mais il va falloir plusieurs heures au foie pour évacuer l'alcool et le gras par exemple. Ça veut dire que le matin, au petit déjeuner, cette notion de petit déjeuner qu'on a instaurée parce que c'est une habitude
Et puis on nous a dit aussi, dans l'éducation nutritionnelle, c'est très important le petit déjeuner. Mais comprenons bien qu'on est bien le seul animal qui, après avoir fait des excès la veille, se dit, il faut absolument que je mange à nouveau quelque chose à 7h ou à 8h le matin. C'est quand même extraordinaire. Or, les conséquences, elles vont être très importantes parce qu'effectivement, le foie est en surcharge de travail, le pancréas a craché beaucoup d'insuline, j'ai peut-être ensuite eu une hypoglycémie, ce qui est paradoxal, donc je vais me sentir pas très bien dans la matinée, c'est tout à fait possible. Je vais avoir mon microbiote, finalement, mes intestins, mes 400 000 milliards de bactéries qui vont voir débarquer des doses d'alcool. Autant dire qu'on ne peut pas dire que pour leur bien-être ce soit fabuleux. Or, on sait que nos bactéries, notre intestin, c'est notre deuxième cerveau, donc ça va jouer sur le type de neuromédiateur, évidemment, que je vais fabriquer dans les jours qui vont venir. Je vais peut-être me mettre en situation de restriction alimentaire parce que justement je culpabilise d'avoir fait un extra et on voit des gens un petit peu comme si vous étiez en train de faire un excès sur l'autoroute et que d'un coup vous vous rendez compte que vous avez fait un excès, alors les gens se mettent à rouler à 10 km/h. Pour moi, se mettre à la diète le lendemain d'un extra, c'est exactement comme rouler à 10 km/h. C'est excessif. Le corps n'a pas besoin de ça. Par contre, un peu plus de bienveillance en se disant j'ai pas très faim le lendemain matin, il est vrai, j'ai pas très faim. Et alors que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui se passe si je mange pas? Quel risque je prends? Et là on voit tout ce qu'on nous a emmis dans notre subconscient, hein, toutes ces peurs que l'on a, hein. Combien j'en ai qui me répondent mais je vais être mal au travail, je vais faire une hypoglycémie. Je vais être fatiguée. Je vais être fatiguée. Je vais pas avoir l'énergie. Faut pas sauter de repas. Hein, ils me regardent avec vraiment cette conviction. En fait, on est sur des croyances, on est sur de l'éducation, on est sur des peurs. Peut-être aussi qu'on a les séquelles, on le sait aujourd'hui probablement inscrites dans nos cellules, on a les séquelles de famine qui auraient touché les générations précédentes. C'est tout à fait possible. Je pense que c'est pas un hasard. On voit des personnes qui font des stocks énormes dans leur garde-manger. Je pense que c'est pas un hasard tout ça. Mais en tout cas, on a des peurs et c'est très intéressant de mettre le doigt dessus et de dire à cette personne finalement, qu'est-ce que tu risques? À essayer d'écouter ton corps. À 7h, je n'ai pas faim. À 8h, je n'ai toujours pas faim. À 9h non plus. Ah, il se trouve qu'à 10h, ça y est, mon corps vient me chercher et me dit, ça serait bien si j'avais un petit peu d'énergie. Voilà, ça c'est ce que j'appelle l'écoute du corps. Je pense que c'est ce qu'on a oublié de nous inculquer, alors que ça paraît instinctif. Je pense que le petit enfant, là, très bien, l'écoute du corps, il est capable, je lui donne un biberon de 250 ml, il est capable de tourner la tête comme ça et de dire j'en veux plus, parce qu'il sent qu'il n'en a plus besoin. Mais très rapidement, on va apprendre à l'enfant à finir son assiette, à ne pas manger alors qu'il a faim. Finalement, on va lui apprendre à ne pas écouter son corps. Je pense que c'est là que dérive en fait la bienveillance en fait vis-à-vis de notre corps. Elle commence à dériver quand je mets en place des stratégies qui ne sont pas bienveillantes, qui manquent de bon sens vis-à-vis de ce qu'attend mon corps. Et également, dans l'exemple qui peut être présenté par rapport à un bon repas ou alors une période charnière comme les périodes de fête de fin d'année par exemple, c'est ces repas où on n'a plus faim, mais on trouve quand même de la place pour le dessert, et pour le café, et pour après le dessert. Et parce qu'on il y a le côté un petit peu où on a plus faim, mais on y va quand même. Oui. Et on remplit quand même. Et puis ça sur plusieurs jours. Donc l'organisme, je pense qu'à ce moment-là, tout à fait. Je pense qu'à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. La première, c'est que quand on consomme un petit peu d'alcool, on a une désinhibition, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans pour la peine tous les contrôles qui peuvent être positifs ou négatifs de il faudrait pas que je mange trop, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en particulier, ont cette notion qu'il faut pas trop manger, qu'il faut pas. C'est vraiment quelque chose qui est ancré chez la femme malheureusement parce que toute sa vie elle devra faire attention à son poids, c'est malheureusement un constat. Donc elle a beaucoup de restrictions cognitives. Et avec l'alcool, on n'a plus cette restriction cognitive, ça lève complètement les leviers, les boucliers, ce qui fait qu'en fait, on peut effectivement se mettre à manger sans se mettre de limite. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, on se dit « Hey, ce sont les fêtes. Donc j'ai le droit, je peux, c'est le moment. » Alors qu'en fait, mon organe est toujours le même, mon foie est toujours le même, mon pancréas est toujours le même. Normalement, ça n'a pas changé. Hein. Rien n'a changé. Et finalement, soyons très clairs, des doses extrêmement importantes de gras ou d'alcool ou autre
sur mon foie, ben, effectivement, ne vont pas lui faire du bien. Alors il est capable d'encaisser, évidemment, hein, il est capable d'encaisser même pendant de nombreuses années, je pense, on peut le dire. Mais ce qui serait intéressant, c'est quand même de se dire que on n'a pas cette notion de... on ne se dit pas que finalement le petit fruit à la fin de mon gros repas de famille, parce qu'on voit les gens qui mangent des fruits, qui grignotent des fruits, des chocolats, au final je n'arrête pas d'agrandir mon estomac, d'agrandir le volume de mon estomac, et je me dis ce n'est qu'un fruit après tout, alors qu'en fait ce n'est jamais qu'une coupe qui est pleine, et je rajoute des cuillères, des cuillères, des cuillères, et la coupe déborde. Et souvent, dans des périodes comme ça, on voit très bien que les personnes, et même nous peut-être aussi à l'avoir expérimenté, on n'arrête pas de manger. Que ce soit du repas, par exemple, du midi, même des préparations du repas du midi, jusqu'à la fin de la journée, c'est toujours des petites doses de ci, des petites doses de ça, puis c'est toujours un apport quotidien. Voilà, je pense qu'à partir du moment où on prend ce plaisir aussi à manger comme on veut, comme on peut, comme ça se présente avec cette tentation sous les yeux, parce que pendant ces périodes-là, on a beaucoup de tentations visuelles. On a des fruits qu'on ne trouve pas en cette saison, on a les chocolats qu'on ne trouve pas à d'autres saisons, les chocolats de Noël, oui, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus, des plats festifs en fait. Et donc, du manque. On a, en fait, c'est la frustration d'en manger, de jamais en manger. Souvent les gens me disent, mais j'en mange qu'une fois par an, donc je me lâche. Je dis, probablement qu'il faudra en manger plus souvent alors, pour avoir moins ce besoin de se lâcher. Parce qu'en fait, techniquement, en bienveillance, c'est sûr que si on raisonne bien, le foie, il n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est en tout cas juste de repérer que quand on a eu sa dose de plaisir, on ne devrait pas, sans plaisir en tout cas, rajouter des doses. Et je trouve cette notion très intéressante, c'est est-ce que réellement la bouchée que je vais prendre là, honnêtement, est-ce qu'elle m'apporte du plaisir ? Parce que si c'est manger pour me dire, oh un fruit, c'est frais à la fin d'un repas, mais que je sens que j'ai une sorte de petite douleur au niveau de l'estomac parce qu'il est trop plein, et qu'honnêtement, ça ne m'apporte pas tant de plaisir que ça, alors je suis à côté de la plaque. On rejoint le faire pour faire. Faire pour faire. Et donc, la prise de conscience qui consiste à dire quand la coupe est pleine, j'ai intérêt à chaque bouchée de me poser la question, cela en vaut-il la peine finalement ? Est-ce que mon corps en ait pas besoin ? J'ai bien compris, j'ai déjà trop mangé. Mais est-ce qu'au moins ça m'apporte du plaisir ? Moi je trouve que cette notion de plaisir, elle est centrale. Je dis souvent, en plaisantant, j'aime pas parler de calories, mais je dis aux gens, surtout, ne mangez pas des calories sans plaisir. Quel gâchis de manger, de se remettre à prendre des aliments, on vous offre quelque chose, un chocolat, que vous savez, ou une papillote, machin, vous savez que vous n'allez pas spécialement aimer, surtout s'il n'y a pas de plaisir. Ne faites pas ça. Gardons les moments où peut-être, oui, j'abuse un petit peu des capacités de mon foie, etc. Gardons-les pour des moments où au moins j'ai récolté du plaisir. Moi, c'est ma philosophie en tout cas. Il y a une philosophie que je partage pour le coup. Et qu'en est-il là ? C'était les repas un petit peu beaucoup plus festifs. Il y a des personnes qui, sous ce couvert de plaisir gustatif, vont se lever la nuit, vont générer une notion de goûter presque millimétré tous les jours pour avoir ce surplus de consommation de plaisir, qui n'ont pas forcément faim, qui sont juste là, j'ai envie de ça, donc je vais juste satisfaire cette envie, mais le corps derrière, il n'est pas forcément en accord, puisqu'il n'y a pas de sensation de faim. Tout à fait. Finalement, c'est un autre trouble alimentaire. Par rapport au comportement alimentaire, on avait évoqué l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie quand on mange beaucoup trop, et il y a aussi cette notion de grignotage, finalement, ça s'appelle du grignotage. Qu'est-ce que c'est ? Finalement, souvent on me dit... mais alors, c'est un goûter ou c'est un grignotage ? Finalement, quelle est la différence entre un goûter et un grignotage ? Entre une collation et un grignotage ? Moi, je dirais déjà, le premier sujet, c'est est-ce que mon corps me l'a demandé ? J'aime beaucoup cette notion-là. Soyons clairs, si à 17h, je ressens un petit truc-là, effectivement, en plus, comme par hasard, je calcule, et oui, ça fait déjà 5 heures que j'ai déjeuné. Donc, ça paraît pas hallucinant que mon corps vienne me demander de remettre de l'énergie. À ce moment-là, mon cerveau ne devrait pas décider si oui ou non il prend une collation. Ça devrait être une évidence.
qu'est-ce que je peux donner à mon corps à cette heure-là, puisqu'il est venu me demander à manger. Si au contraire, tous les jours à 16 heures, je pose mes fesses à côté de ma table de cuisine pour faire un goûter, parce que j'adore ce petit rituel, alors on est probablement dans du grignotage, parce que ça ne correspond pas forcément à un besoin, ça correspond à, si, on pourrait dire, à un besoin de douceur. Et donc on est dans un problème qui est de l'ordre du comportement alimentaire, c'est-à-dire j'ai besoin à ce moment-là de douceur, de doudou. Hein, je parle souvent du doudou, et donc on est dans l'ordre psychologique à nouveau. Le sujet n'est pas de se priver, le sujet est de dire pourquoi moi, grande fille, j'ai besoin, ou grand garçon, pourquoi est-ce que j'ai besoin à ce moment-là d'un doudou à 16 heures tous les jours? Est-ce que c'est un rituel? Est-ce que je suis rentrée dans quelque chose qui est tellement automatique? Est-ce que je trouve ça tellement légitime aussi? J'ai droit de prendre un goûter parce que peut-être je suis frustrée parce qu'il y a à d'autres moments je ne mange pas comme j'aurais aimé manger. Cette compensation. Une compensation. On est aussi dans un trouble du comportement et donc à nouveau dans un souci qui est de l'ordre psychologique et non pas de l'ordre alimentaire. Aucun régime ne résoudra ce problème-là, si ce n'est de s'interdire de manger à 16 heures. Et s'interdire de manger à 16 heures, c'est finalement mettre une action violente, en fait, sur quelque chose que je n'ai pas identifié pourquoi je le faisais. Si je n'identifie pas pourquoi je le fais, tôt ou tard, le problème reviendra. Quant à consommer la nuit, on est encore sur un autre phénomène, c'est que techniquement, le corps, pour la peine, la nuit, il est dans une phase de repos, il ne doit pas venir me réclamer à manger. À partir du moment où il vient manger, là on peut assurément dire qu'on a un rituel psychologique qui s'est mis en place, un besoin, et à ce moment-là, on est vraiment, il faut de l'aide, il faut vraiment aller chercher de l'aide au niveau psychologique parce que on est sur une phase où non seulement le corps ne devrait pas manger la nuit, il est en phase de repos, de réparation, etc. Mon estomac aussi est en phase de réparation, il fabrique sa fameuse couche de mucus qui lui permet d'éviter de s'auto-digérer, c'est la couche protectrice. Je fabrique des hormones de faim et de satiété la nuit, je ne suis pas censée venir perturber ce processus-là par des apports alimentaires. Si toutefois je sens que je ne peux pas m'empêcher de le faire, alors j'ai un souci de comportement alimentaire. C'est pas grave, c'est juste qu'il faut action-réaction. J'ai mal aux dents, je vais voir le dentiste, j'ai un problème de comportement alimentaire, je trouve une équipe pour pouvoir m'aider à traverser ce trouble du comportement alimentaire. Et la notion d'équipe est importante aussi parce que il est important aussi d'avoir des personnes soudées et cohérentes dans l'accompagnement, un praticien en thérapie des troubles du comportement, un diététicien, un nutritionniste, peut-être même un médecin pour apporter des prescriptions d'analyse de sang adaptées pour compléter, essayer de comprendre un peu le tableau. Donc oui, là, cette notion d'équipe, elle est indispensable. C'est ça, finalement, la santé préventive, c'est vraiment accompagner, une fois qu'on a compris quel est le trouble de la personne, quelles sont finalement ses problématiques, en face, on met en place une équipe qui va pouvoir gérer point par point, pas un point individuellement en fait, on gère l'ensemble. Si la personne effectivement vient grignoter régulièrement dans la journée, mais qu'il se trouve que, certes, il y a peut-être un besoin de doudou, un besoin une tristesse profonde ou autre, donc qui est de l'ordre du psycho, ou d'un trouble, qui remontera à l'enfance, ou peu importe. Mais qu'en parallèle, cette personne, elle ne mange pas ce qu'il faut à midi, et elle a des pulsions en plein milieu d'après-midi, en fait, finalement, j'ai plusieurs problèmes qui viennent se superposer. Et donc, finalement, l'aide et du diététicien, et d'une personne qui va m'aider à gérer mon stress, et d'une personne qui va m'aider peut-être à évacuer toutes ces mémoires traumatiques, et un médecin, comme vous disiez, qui va permettre de faire une analyse de sang, aller vérifier si j'aurais pas aussi peut-être un trouble souvent le médecin dans ce genre de schéma, il peut être un peu de côté, mais il a son importance aussi parce qu'il va permettre d'avoir accès à peut-être des diagnostics où d'autres praticiens n'auraient pas la main. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, c'est cette partie-là qui est la micronutrition, c'est-à-dire finalement comment les nutriments se retrouvent et sont utilisés dans mon corps. L'analyse de sang, par exemple, elle est pour moi précieuse. Chaque ligne, en fait,
Chaque ligne me dit, voilà, mon foie fonctionne bien ou pas bien, mes reins fonctionnent bien ou pas bien, j'absorbe les nutriments ou je ne les absorbe pas, je suis proche de l'anémie, pourquoi? Est-ce que je manque de fer? Comment sont mes défenses immunitaires? Tout ça, c'est précieux et c'est indiqué dans l'analyse de sang. Sans l'aide du médecin, puisqu'il n'y a que lui qui peut prescrire une analyse de sang, sans l'aide du médecin, je ne peux pas savoir si ma thyroïde fabrique correctement les hormones T3, T4, alors que la personne, ça fait des années qu'elle cherche à perdre du poids. On ne peut pas se contenter de faire des mesures basiques quand une personne galère pour perdre du poids. Il faut au moins qu'on aille vérifier que, en plus du problème alimentaire, en plus du problème métabolique, oui, peut-être il faudrait qu'elle bouge, en plus de certains problèmes de comportement alimentaire, est-ce qu'elle n'a pas par ailleurs un déficit, un trouble, un problème thyroïdien, un problème? On doit absolument savoir, parce qu'en fait, on doit gérer absolument tout ensemble, en fait. Pour résoudre le problème de la personne dans un temps qui soit acceptable, en fait, l'idée c'est ça. On va pas partir sur 10 ans pour perdre du poids. La personne, elle a un mal-être, elle doit à un moment donné avoir une réponse rapidement à voilà pourquoi est apparu mon problème, voilà quelles sont les solutions. Elles ne sont pas forcément faciles, en particulier lorsqu'il s'agit de thérapie qui joue sur mon subconscient. C'est pas facile, c'est parfois long. Mais par contre, en démarrant l'ensemble finalement des actions au niveau alimentaire, métabolique, physiologique et psychologique, on arrive à avoir tout de suite des petits résultats qui permettent à la personne d'enclencher des plus gros résultats en fait. C'est vraiment indispensable cette notion d'équipe pluridisciplinaire. Bon, là on a abordé, qui est souvent le sujet principal, je dirais, quand on parle de nutrition, c'est la perte de poids, mais il y a aussi l'effet inverse, hein. Il y a des personnes qui cherchent à prendre du poids, donc de toute façon les équilibres se positionnent. Il y a aussi un trouble du comportement alimentaire, c'est l'orthorexie. On entend moins parler, il reste un petit peu dans les fonds de tiroir, mais il existe vraiment. Et l'orthorexie, quelles sont les incidences? Donc ortho ça veut dire droit, rigide. Perpendiculaire. Orthorexie, ce sont des personnes qui ont mis en place une stratégie, qui souvent sont des personnes très informées, qui savent que dans tel et tel aliment, il y a tel additif qui n'est pas bon, j'ai des personnes qui sont capables de me donner au gramme près la quantité de gras dans tel et tel aliment, qui connaissent toutes les calories de tous les aliments. Donc l'orthorexie, c'est lorsque c'est un trouble aussi, psychologique aussi, puisqu'en fait on est convaincu qu'il faut maîtriser parfaitement, avoir une alimentation parfaite pour avoir tous les bénéfices santé, bénéfices sur le poids, enfin tout dépend quelle est la problématique de la personne. Chez certains c'est vraiment une problématique santé, une peur de la maladie par exemple, peur du cancer, et donc la personne va mettre en place des stratégies extrêmement rigides. Quitte à se priver, en fait, on oublie à ce moment-là la notion de plaisir, la notion de partage, le fait de vivre finalement sa vie socialement, de se mêler aux autres. L'orthorexie, elle peut aller vraiment jusqu'à l'exclusion, en fait, s'exclure. Et bien évidemment, elle consiste à mettre en place des stratégies qui, sur certains aspects, vont être néfastes pour le corps, en fait. Le problème est que la personne a rarement la vision globale de l'impact d'une alimentation modifiée à ce point-là. Donc l'idée, c'est que cette orthorexie, aujourd'hui, c'est un trouble probablement qui est venu de tous ces messages nutritionnels aussi. Hein. On nous a dit attention, il ne faut pas faire... C'est ce que j'appelle moi des messages très anxiogènes. Pour ta santé, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. Je trouve ça extrêmement anxiogène. Jamais on aurait dû dire à des enfants ne mange pas trop gras, trop sucré, alors que leur problématique chez les tout-petits, ça devrait en aucun cas de se dire que pour sa santé, manger est en lien avec sa santé. Je pense qu'on n'a pas besoin, moi c'est souvent l'exemple que je prends, on n'a pas besoin d'expliquer à un enfant pourquoi les glaces c'est une et pas deux. Il n'y a pas besoin d'expliquer à un petit enfant que le sucre c'est pas bon pour la santé, non. On peut tout simplement mettre en place des règles faciles. Plus tard, il apprendra qu'effectivement, trop de ceci, trop de cela a une influence sur mes organes. Mais je pense qu'on a les discours anxiogènes.
oh là là, c'est sucré, il y a trop d'additifs, il y a trop de pesticides, il y a trop de métaux lourds, il y a trop de gras dans tel et tel aliment. Je pense que ces discours anxiogènes, ils génèrent ces comportements orthorexiques. Ils rendent les gens malheureux, soyons clairs. Hein. Moi, c'est finalement, je dis souvent, l'objectif, si l'objectif de tout ça, c'est pas le bien-être quand même, notre existence même, enfin, au final, se priver et se mettre dans une prison finalement en se disant ça c'est oui mais ça c'est non, j'en mange mais pas trop, ça c'est pas du tout pour moi. Finalement, cette prison que l'on est en train de mettre, sous couvert d'avoir une meilleure santé, d'atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, cette prison ne nous rend pas heureux. Ce n'est pas de la sérénité. Ce n'est pas, au final, en plus on a une vision mais on n'a pas l'autre vision, au final, on peut faire du mal à son corps. Je prends souvent cet exemple aussi d'une personne qui est venue me voir et qui était frugivore. Elle m'a expliqué, je ne connaissais pas le concept de frugivore, donc le concept de manger que ce que la nature nous offre en fait. Et elle m'a expliqué que on lui avait retiré son enfant, la garde de son enfant, et elle m'expliquait qu'il fallait que je lui apprenne à manger équilibré en étant frugivore. Et je lui dis aujourd'hui, cette stratégie alimentaire, je ne peux pas vous aider parce que je ne sais pas faire en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas apporter les nutriments tels que moi, tel que mon métier m'a appris à structurer une offre alimentaire. Aujourd'hui, la façon dont vous mangez ne me permet pas d'apporter l'équilibre, donc je ne peux pas vous aider. Et en fait, elle a cette vision, elle est convaincue. Hein, on est dans un peu un extrême. Elle est convaincue et au final, elle est en train, effectivement, on le voyait sur sa masse musculaire qui était en train de s'effondrer, avec pas mal de pathologies qui étaient en train d'en découler. Et je lui ai dit, il va falloir qu'on sorte de ce trouble du comportement. C'est un trouble du comportement. Oui, et quand on pense aussi à la fonte de la masse musculaire, souvent elle est mise de côté parce que l'exemple, encore une fois, face à un rééquilibrage ou un nouvel apport alimentaire, c'est la perte de poids, donc ça passe aussi par une fonte musculaire. J'explique souvent moi, la différence entre s'amaigrir et se dénutrir. Perdre du gras, c'est s'amaigrir. Perdre du muscle, c'est se dénutrir. Alors, ce n'est pas le terme dénutrition à proprement parler, parce que la dénutrition, il y a des critères très spécifiques. Il faut avoir perdu tant de kilos, dont de la masse musculaire, etc., avoir une albumine un peu basse, etc. Donc, les critères de la dénutrition sont très précis. Mais il n'empêche que m'auto-digérer mes propres muscles, manger mes propres muscles, parce que je n'apporte pas de protéines, ça s'appelle de la dénutrition. Et donc, quand les personnes utilisent un régime quelconque qui malheureusement n'est pas équilibré, il y en a quelques-uns qui apportent un équilibre, mais d'autres qui sont extrêmement restrictifs. À ce moment-là, très souvent, c'est pas rare qu'on puisse voir qu'on perd moitié gras, moitié muscle. Et à ce moment-là, on fait et de l'amaigrissement et de la dénutrition. Ça veut dire que si je perds ma masse musculaire, mon métabolisme, ma façon de brûler, en fait, est en train de diminuer. Dans quelques semaines, dans quelques mois, je brûlerai tellement plus d'énergie qu'il me sera impossible de continuer à garder mon poids bas. Ou alors il faudra que je réduise drastiquement les apports alimentaires pour se mettre à la hauteur de mon métabolisme qui est devenu extrêmement petit. Et dans cette chute un petit peu du métabolisme, pensez qu'il va y avoir une chute des émotions, des comportements, de la neuroconnexion. Par dommages collatéraux, sur la durée, on peut constater à ça. partir du moment où on rentre dans une spirale de dénutrition, en fait, on a montré que lorsque le corps n'avait plus assez de nutriments, on parle notamment de gras, les oméga 3, on parle de certaines protéines, effectivement, qui sont indispensables pour le bon fonctionnement, la production tout simplement des neuromédiateurs. On a montré par exemple, une personne anorexique, il arrive à un stade où sa matière grise diminue. C'est-à-dire qu'elle n'est plus à même de raisonner correctement. Et c'est ce qui fait qu'en fait, elle n'arrivera pas à sortir, de moins en moins à sortir de sa pathologie, à s'aider elle-même. Elle n'y arrivera plus parce qu'elle a de moins en moins la capacité cognitive à raisonner. Donc on l'a montré également, toutes les personnes qui font des régimes sans matière grasse, les bonnes graisses végétales en l'occurrence, sans oméga 3, c'est dépression garantie. D'accord ? L'oméga 3 est la base. Je prends souvent l'exemple également de la femme enceinte qui, à l'accouchement, va faire une dépression postpartum.
Aujourd'hui, on fait un lien énorme entre la quantité, la carence d'oméga 3, où dans le dernier mois de grossesse, le corps, le bébé a pris absolument tous les oméga 3 que pouvait offrir la maman pour pouvoir finaliser le cerveau, et la maman se retrouve en carence totale d'oméga 3, et ça crée une dépression. Donc évidemment que le type d'aliment que je vais mettre à l'intérieur de mon corps, dès qu'il va manquer quelque chose, ça va avoir des conséquences aussi bien sur mon cerveau que sur chacun de mes organes. On a montré que la carence en iode posait des problèmes de thyroïde. La carence en sélénium également. L'iode, qui consomme de l'iode? Autrefois, on achetait du sel iodé, il y avait écrit sel iodé. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte que personne ne consommait d'iode et que malheureusement les thyroïdes allaient de moins en moins bien. Donc on est allé ajouter de l'iode dans le sel de table. Plus personne aujourd'hui n'est au courant que ce sel, c'est extrêmement important de le consommer iodé. On consomme très peu de produits de la mer, très peu d'algues, très peu de fruits de mer finalement, de poissons. Donc au final, nous n'avons pas d'iode. À chaque fois que va passer un nuage radioactif, notre thyroïde, en fait, elle va essayer de capter cet iode radioactif en créant tous les perturbateurs, toutes les perturbations endocriniennes par la suite. Tout ce que je mets à l'intérieur est utile. Il faut que ce soit de qualité, effectivement. C'est comme construire un mur de briques. Si mes briques sont de très mauvaise qualité, mon organe sera fabriqué, malheureusement, ne va pas fonctionner comme il devrait fonctionner. Et dès qu'il va manquer juste un nutriment, c'est tout le fonctionnement de mon organisme qui va être perturbé. Et justement, on va aller aux idées reçues par rapport à la réorganisation du bol alimentaire. Très souvent, donc vous l'avez soulevé avec les oméga 3, avec les matières grasses essentiellement végétales et quelques matières grasses animales également. Il y a aussi ça, c'est je refais mon bol alimentaire, donc j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. On va commencer par le sucre. Si je fais 0 sucre dans mon alimentation parce qu'on m'a dit que le sucre c'était pas bien, qu'est-ce qui se passe? Alors cette notion de sucre, elle est vraiment récente par rapport au gras, qui déjà dans les années 2000 était le grand méchant loup qu'il fallait absolument enlever. Récemment, on est vraiment parti plus sur cette notion de sucre. Probablement à juste titre, puisqu'effectivement on a montré que certains comportements chez les enfants, notamment hyper actifs, pouvaient être liés à une hyperconsommation de sucre, etc. Donc probablement que ce qu'on appelle le sucre rapide, tout ce qui a ce bon petit goût sucré, on va dire, a pris trop de place ces dernières années dans notre alimentation. On en consomme, on voit que sur des îles comme l'île d'Okinawa où il y a tous ces centenaires, il n'y a pas de sucre ajouté en fait. Il y a le sucre naturel des fruits, mais il n'y a pas, ils ne connaissent pas les pâtisseries, ils ne connaissent pas le sucre ajouté, le miel, finalement tous ces apports en sucre que l'on trouve aujourd'hui, puis en particulier les boissons sucrées. Donc quand on a voulu dire aux gens, il faut manger moins de sucre, effectivement, ce qu'on sous-entend c'est ce sucre ajouté. Ce sucre ajouté, techniquement, je compare souvent lorsque j'ingère une grosse dose de sucre ajouté, par exemple, je ne vais pas prendre l'exemple des bonbons ou des gâteaux parce que c'est un peu cliché, je prendrai plutôt l'exemple du verre de jus d'orange. Parce que c'est quelque chose qui a une connotation très très santé en fait et qui finalement, quand on regarde un petit peu ce que ça donne, quelqu'un me disait encore ce matin qu'elle buvait un verre de jus de pomme comme ça. Et je lui dis d'après vous, combien de pommes sont pressées là-dedans? 3 environ. Une pomme c'est 4 sucres, ça nous fait 12 morceaux de sucre. D'accord? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que le problème vient de la pomme? Est-ce que le sucre finalement pose problème? C'est simplement que ces 12 morceaux de sucre, lorsqu'ils débarquent dans mon sang, c'est comme si je sortais un camion-benne et que je lâche mes sucres dans le sang. À ce moment-là, évidemment, le corps ne tolère pas cette augmentation de la glycémie et ça va demander un travail colossal à mon pancréas qui va devoir cracher de l'insuline. Donc à ce titre-là, on peut dire, débarquer avec des sucres rapides en grosse dose, évidemment, c'est pas bon pour mon pancréas. C'est une évidence. Donc qu'est-ce que je dois apprendre à faire? Est-ce que réellement, si j'avais pris ça de jus de pomme, est-ce que réellement mon pancréas aurait vu passer le jus de pomme, les sucres du jus de pomme? Non, je ne crois pas. D'autant plus si cette dose-là de jus de pomme était incluse dans un repas qui contenait des protéines, qui contenait de la matière grasse, qui contenait des fibres, etc. Donc, chasser le sucre pour le sucre,
Techniquement, c'est ridicule. D'abord parce que la nature, elle nous a offert ça. Elle nous a offert le fruit, elle nous a offert le légume qui tous contiennent des sucres, plus ou moins. Donc la nature, elle nous a au moins offert ça. Donc ça veut dire que techniquement, je ne conçois pas qu'on puisse se dire il faut supprimer le sucre. Mais par contre, comprendre que ces aliments industriels, parce que le jus d'orange, c'est pas vous qui avez pressé votre pomme, qui avez fait un jus de pomme avec 3 pommes. Le point, il est là. Peut-être que je me rendrais davantage compte si je pressais moi-même mes 3 pommes, du travail à la centrifugeuse, pardon, que je me rendrais peut-être compte quand même que ça demande beaucoup finalement de matière première. Et donc je me rendrais mieux compte peut-être de l'apport que peut apporter, finalement représenter un jus de pomme. Et donc au final, ce qui nous pose problème, c'est cet apport violent en sucre. Mais considérer aujourd'hui que mettre de la confiture sur son morceau de pain ou un petit peu de miel dans son thé, peu importe, quand on parle de doses tout à fait raisonnables, encore une fois, où est le mal? Moi, je suis vraiment outrée quand je vois aujourd'hui qu'on est en train de dire il faut 0 sucre. Mais 0 sucre, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si pendant des mois vous prenez 0 sucre, le jour où vous tombez nez à nez avec une boîte de chocolat, c'est probablement, mais statistiquement certain que vous allez en manger une grande quantité. En fait, c'est de la frustration, tout simplement. Donc cette notion de 0 sucre, elle pose un énorme problème. On doit comprendre l'effet camion-benne. J'aime beaucoup cette idée du camion-benne qui débarque avec beaucoup de sucre. Et probablement qu'un camion-benne mélangé dans un repas équilibré, déjà, a moins d'impact qu'un camion-benne tout seul, pris à 4 heures de l'après-midi. Ça, c'est certain. Et ensuite, il y a une autre notion autour des sucres qui est très importante, c'est la notion de féculent. Qu'est-ce que c'est qu'un féculent? C'est un sucre lent. À la base, c'est censé être un sucre lent. Mais que penser du pain blanc, par exemple, cette farine qui a été tellement processée, mixée, tamisée, blanchie, où ce féculent qui était censé être une longue chaîne de morceaux de sucre, qui va être lente à digérer, finalement se retrouve sous la forme de poussière, une farine qui ressemble à du talc, et avec ça on refait un aliment qui s'appelle le pain, et on dit c'est un féculent. Non, le blé était un féculent à la base. Le pain blanc raffiné tel qu'il est quasiment du sucre rapide. Et finalement, quelqu'un qui fera attention en disant je ne prends aucun sucre, mais qui au quotidien consomme matin, midi, collation et soir un pain blanc, il consomme beaucoup de sucre. Et sans s'en rendre compte. Et finalement, éduquer les personnes en leur expliquant qu'il y a féculent et féculent, que probablement on pourrait passer sur des aliments beaucoup moins raffinés, que l'impact calorique n'a rien à voir là-dedans. 100 g de pain blanc ou 100 g de pain complet ou 100 g d'un pain au levain, c'est à peu près le même nombre de calories. Ce qui nous importe, c'est qu'avec 100 g de pain blanc, j'ai mon camion-benne qui va débarquer très rapidement en délivrant tous les sucres dans mon sang. Et le pancréas va se dire mais quel travail j'ai, je vais devoir cracher beaucoup d'insuline, avec cette idée que plus je crache de doses d'insuline dans ma vie, plus vite je vais tomber en panne, plus vite je serai diabétique. Soyons clairs, diabétique c'est mon pancréas qui n'arrive plus à suivre. Alors que pour le même nombre de calories, si je consomme un pain ou un féculent en tout cas de qualité, eh bien les sucres vont se distiller dans la matinée ou dans l'après-midi et mon pancréas ne verra rien passer. Donc cette notion de sucre, il faut vraiment qu'on explique, qu'on a dit aux gens qu'il faut arrêter de manger sucré. Je pense que ça mérite vraiment beaucoup de nuances, beaucoup d'explications, beaucoup finalement d'éducation à mieux connaître nos aliments finalement. On devrait apprendre à lire les étiquetages pour comprendre finalement est-ce que c'est du sucre, est-ce que c'est du féculent, est-ce que, sans tomber dans de l'orthorexie, c'est-à-dire regarder toutes les étiquettes pour savoir s'il y a trop de gras, trop de sucre, pas du tout. Juste pour se dire à un moment donné, mon alimentation, plus elle est brute et moins elle est raffinée, probablement, plus je me retrouve avec des aliments qui vont avoir un rapport normal, une digestion normale dans mon estomac. Et donc ce sont mes organes qui vont s'en sentir mieux. Quand on parle d'aliments bruts, c'est aussi pouvoir accepter la pensée de rééduquer nos papilles gustatives, parce que quand on est habitué à une forme d'alimentation industrielle ou simili-industrielle,
nos papilles gustatives, elles n'ont pas les mêmes sensations quand on va manger un aliment. J'ai mémoire d'un ami il y a quelques années qui était tellement habitué aux tomates toute saison dans les grandes surfaces que le jour où il a mangé une vraie tomate dans le jardin, il n'a pas réussi à identifier le goût. C'est quand même assez impressionnant. Oui, on en est probablement là, sans avoir besoin d'aller chercher beaucoup plus loin des exemples. Mes propres enfants préfèrent très clairement les carottes râpées industrielles à celles que je râpe moi-même. Parce qu'à la cantine, ils ont mangé pendant des années des carottes râpées industrielles qui sont peut-être un peu plus fondantes, plus juteuses, plus probablement. Et donc, finalement, cette alimentation industrielle, en fait, elle est devenue leur référence pour ce qui est de la carotte. Mais ça doit être un petit peu le même effet. Donc, évidemment, nous avons une mission qui serait de dire, si on a des enfants ou des petits-enfants, et qui serait de dire, est-ce que je peux réapprendre les goûts, peut-être en considérant que ce sont deux aliments différents. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, ah mais les asperges en boîte, franchement c'est pas bon. Je lui dis, pour moi, les asperges en conserve, c'est un type d'aliment, et l'asperge fraîche est un autre type d'aliment. Elles n'ont pas le même goût, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, elles n'ont pas la même texture, elles ne contiennent pas les mêmes nutriments, mais finalement, est-ce qu'on doit pour autant se passer de l'asperge en conserve, alors que c'est si pratique finalement pour équilibrer peut-être une assiette au quotidien, en hiver par exemple, où à un moment donné on tourne un petit peu en rond sur les mêmes légumes. Et aussi au niveau du budget. Souvent, voilà, le budget, quand on fait ses courses sur le marché ou quand on fait ses courses peut-être avec des aliments préconditionnés, ça va dépendre des bourses de chacun aussi. Chacun fait en fonction de son portefeuille. Mais comme le disait une pub il y a quelques années, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. J'irais dire, c'est important peut-être de choisir ses aliments. Plutôt. Choisir ses aliments, quand on voit le prix effectivement au kilo des céréales petit déjeuner pour les enfants, je pense que les gens ne réalisent pas bien du tout comment ça coûte une fortune finalement au prix kilo, alors que du pain avec du beurre, du pain avec du fromage, effectivement, représenterait une alternative qui finalement n'est pas du tout plus chère. Je suis la première, moi. Alors il est vrai que comme j'ai un passé, on va dire, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'agroalimentaire, donc je connais en fait effectivement les avantages et les inconvénients de l'alimentation industrielle. Je connais quelles sont les stratégies des industriels effectivement pour mettre finalement à moindre coût des repas à peu près équilibrés, parce qu'aujourd'hui quand même avec le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, depuis 20 ans, les industriels ont fait des progrès qui sont énormes, parce qu'ils ont réduit les quantités de sel, ils ont réduit la quantité d'additifs, il y a des progrès, soyons clairs. Je suis vraiment la première à le constater. Aujourd'hui, je vois que les gens ont tendance à segmenter et à dire non, il faut manger que frais, ou que surgelé, ou que conserve. Moi, j'aurais tendance à dire, dans la vie qu'on a aujourd'hui, un petit peu stressante, avec des... Je pense qu'on peut se permettre de faire un mix entre le frais, le surgelé et les conserves. En tout cas, je ne vois pas où sont les difficultés. Alors on va peut-être, évidemment, chacune a des avantages et des inconvénients, que ce soit le budget, que ce soit la quantité de vitamines, que ce soit la rapidité de préparation, que ce soit... Eh bien, en mixant finalement la proposition, l'offre de légumes, je pense qu'on sort de l'excuse, puisque ce sont les mêmes personnes qui vont me dire « Ah non, je ne prends jamais de conserve », mais qui sont capables sur un repas d'oublier de proposer des légumes à leur famille, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des légumes. Je dis, je pense qu'on aurait mieux fait d'ouvrir une boîte d'haricots verts, un bocal d'haricots verts, peut-être en vinaigrette, avec de la bonne graisse végétale, des bons oméga 3, etc. Probablement que passer avec une offre plus large de légumes, certains prêts à utiliser, oui, je pense que c'est peut-être brut, mais prêt à utiliser, c'est le cas du haricot vert en conserve. Je ne sais pas comment je passerai un hiver, moi, sans boîte d'haricots verts en conserve. Parce qu'au bout d'un moment, les légumes d'hiver sont quand même... reviennent de façon un peu récurrente, et finalement venir introduire des légumes d'été mis sous la forme de conserve ou surgelés, bien sûr, il y a aussi la possibilité d'aller dans le surgelé, ça permet d'augmenter l'offre, de ne pas tomber dans une routine, de ne pas se lasser et de rester sur une alimentation qui est drôlement plaisante.
équilibrée mais plaisante. Et sujet. varié sur le plan de la couleur aussi, parce que comme vous le souleviez, en hiver, souvent, on a quand même un plan alimentaire très monotone si on se réfère aux légumes de saison, alors qu'en y ajoutant un peu de couleur, soit des conserves industrielles, mais même ceux qui ont le temps, la possibilité, les compétences de se les préparer déjà aussi en amont. On en revient d'ailleurs à ce moment-là à la notion de plaisir en fait. Je pense que pendant des années, on nous a dit qu'il ne faut pas mettre trop de gras, faut pas. Justement, on allait y venir à cette idée reçue numéro 2, c'est les matières grasses quand même. Complètement. Ça, je sais qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais là, j'aimerais qu'on s'y arrête un petit peu sur cette idée reçue zéro matière grasse. Zéro matière grasse, ça correspondait aux années 2000. Donc c'était l'époque où on s'est rendu compte qu'effectivement, pour 1 gramme d'aliment, finalement, c'était la matière grasse qui apportait le plus de calories. Et autrefois, dans les années 2000, ça fait quand même il y a plus de bientôt 25 ans, tout était focalisé sur la notion de calories. Si tu manges trop de calories, ton corps va s'encrasser. Si on est pile poil au nombre de calories, tout va bien. Sauf que, entre-temps, on s'est rendu compte que la notion de calories, que je mange une quantité de calories de gras, ou une quantité de calories de sucre, ou une quantité de calories de protéines, évidemment que le corps ne va pas l'utiliser de la même façon. C'est là qu'a disparu quasiment complètement la notion de calories ces dernières années. On ne fonctionne pas, personne n'a besoin de fonctionner en comptant des calories pour savoir si notre alimentation est équilibrée. Il suffit d'apporter un petit peu de tout. Et c'est là que la matière grasse est revenue à retrouver ses lettres de noblesse, j'allais dire, parce que vraiment c'était la partie qu'il fallait, le gras qu'il fallait enlever. On avait inventé tous les 0%, on sortait des sauces au yaourt pour surtout pas mettre d'huile dans les vinaigrettes, ce qui aujourd'hui est plus du tout d'actualité dans les conseils, en tout cas réactualisés bien sûr des diététiciennes. Aujourd'hui, il me faut du gras à tous les repas. Pourquoi il faut du gras à tous les repas? Déjà parce que considérons que notre cerveau, c'est une grosse masse de gras qui a besoin en particulier d'oméga 3, mais de toute une série d'autres types de graisses, qui a besoin de cholestérol pour fonctionner. Le cholestérol n'est pas l'aliment, le nutriment à supprimer. Ça a été diabolisé. Ça a été complètement diabolisé. Le cholestérol, certes, lorsqu'il y en a trop, ça va avoir des conséquences sur mes artères, sur la production d'athérome. Mais le cholestérol est quelque chose que fabrique mon foie parce que c'est vital pour lui, c'est vital pour fabriquer la plupart de mes hormones, c'est vital pour fabriquer la vitamine D, c'est vital pour faire fonctionner mon cerveau. Le cholestérol est essentiel, indispensable. C'est juste que des dérives alimentaires vont faire que mon foie va se mettre à surproduire du cholestérol. Et là, sans connaissance, sans explication, je n'arriverai pas, moi, personne qui n'a pas la connaissance en nutrition, je ne peux pas réussir à gérer mon problème de cholestérol si on ne m'explique pas les tenants et les aboutissants, tout simplement. Et donc cette notion de gras aujourd'hui, on sait qu'elle est indispensable, on sait qu'il faut plusieurs cuillères à soupe de gras par jour pour que le corps soit en bonne santé, au moins 5 on va dire, sauf que ce gras on le retrouve un petit peu partout dans notre alimentation. Il y en a dans les viandes, dans le fromage, dans le chocolat, dans tout ce qui est feuilleté, tout ce qui est friture, et puis dans des aliments plus nature, les avocats, les oléagineux, les amandes, les noisettes. Donc le gras finalement il y en a plutôt pas mal dans notre alimentation. Peut-être on peut imaginer que les discours qu'il y a eu ces dernières années en nous disant pas trop de gras, ne mange pas trop de gras, peut-être ça a fait évoluer quand même l'alimentation des Français qui sont assez vigilants par rapport à ça. Je pense qu'on peut dire que globalement les gens font attention de ne pas mettre beaucoup de matière grasse dans la poêle, de ne pas mettre la moitié de la plaque de beurre à fondre lorsqu'ils font cuire la viande. C'est si bon. C'est si bon. Peut-être on a eu cette notion-là petit à petit, oui le gras, il faut être modéré, il faut en consommer modérément, mais par contre il nous en faut, et c'est là que la notion de gras, de ce qu'on appelle le bon gras et le mauvais gras, alors mauvais, c'est relatif, c'est très relatif. On va dire qu'il y a le bon gras qui a des propriétés nutritionnelles et l'autre gras qui n'a pas de propriétés nutritionnelles, on va dire plutôt ça. Et le bon gras aujourd'hui, c'est mettre de l'huile, mettre des oléagineux, des produits qui apportent du gras naturellement sous la forme de produits végétaux. Ce gras-là, il va être effectivement très important dans notre alimentation. Et
Donc on a terminé, on n'entend plus, on ne devrait plus entendre qu'il faut surtout pas mettre de beurre sur son pain le matin. Bien sûr que je peux mettre du beurre sur mon pain le matin, du beurre ou du fromage ou du chocolat noir qui est aussi une source de gras, ou de l'avocat. C'est excellent l'avocat. Après c'est d'autres considérations plus par rapport au voyage de l'avocat au travers, purement planète et écologie. Il y a d'autres considérations qui vont aussi rentrer en ligne de compte, bien sûr, quand on va faire nos choix alimentaires. Mais en tout cas, chaque repas devrait pouvoir finalement apporter sa dose de gras. Finalement, si j'apprends à mieux connaître mes aliments, ce que je pourrais éviter de faire, c'est de faire des cumuls de gras. Des cumuls de gras, c'est-à-dire qu'on est ici dans la région de Toulouse, on est sur la région de la saucisse de Toulouse, qui apporte finalement pour à peine 100 grammes 3 cuillères à soupe de matière grasse, ce qui n'est pas négligeable. On a inventé quand même une spécialité particulièrement grasse, ce qui n'existe pas dans la nature. C'est nous qui avons associé du gras et du maigre pour créer cet aliment que certains ont jugé délicieux. La capacité de création de l'humain, c'est ça. C'est ça. La capacité de créer quelque chose qui n'est pas naturel. Pour notre confort. Qui a 38% de matière grasse, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas dans la nature comme étant aussi gras, à part de manger le gras d'un animal. Et encore, le gras d'un animal, est-ce que les animaux sont gras dans la nature? Non, je doute. Pas tellement. Nos animaux domestiques, oui, mais les animaux de batterie, malheureusement, aussi. Qu'on engraisse, justement. Mais l'animal dans la nature, étant dans l'écoute du corps, n'ayant pas de troubles métaboliques a priori, ni de troubles physiologiques, ni de troubles psychologiques, l'animal, il est à son poids de forme, en fait. On parlait de, est-ce qu'en vieillissant, c'est normal de prendre du poids? Je pense que ce qui est normal, c'est qu'il y ait une dérive du physiologique, du psychologique, etc. Non, techniquement, c'est pas normal de prendre du poids. Ce qui est normal, c'est finalement, si je ne gère pas les dérives, oui, alors le poids va apparaître. Et donc, pour en revenir au gras, on peut considérer aujourd'hui que quand on sait qu'une saucisse est grasse, peut-être que c'est pas très astucieux parce que mon foie va devoir traiter ce gras-là, il va devoir aussi traiter le gras si je les mange avec des frites, et si je finis par un morceau de fromage, et si mon entrée était à base de crudité en vinaigrette. Ça me fait 4 apports de gras sur le même repas, soyons clairs, le foie va avoir du travail. Donc peut-être qu'en connaissant mieux les aliments, on pourrait rapidement se faire une idée de quels sont les aliments gras et les aliments pas gras, et peut-être ne pas cumuler ensemble, tout simplement, pour le bien-être de mon foie, et non pas pour pas prendre du poids. Oui, c'est ça la différence. La différence, elle est là. Je ne peux pas ignorer que j'ai inventé un aliment qui contient plus de gras qu'aucun aliment, naturellement, j'aurais pu trouver dans mon alimentation. Donc, une fois que je sais que je mange un aliment particulièrement gras, peut-être charge à moi de dire, tiens, ce midi, par exemple, je ne mangerai pas de fromage en dessert. Est-ce bien grave de ne pas manger de fromage quand j'ai mangé déjà une portion de saucisse? Et donc, finalement, cette éducation, quand on veut mieux être plus bienveillant vis-à-vis de son corps, peut-être que ça passe un peu par l'éducation à, finalement, que contiennent mes aliments. Et la question derrière tout ça, c'est peut-être aussi arriver à se poser, c'est pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça pour perdre du poids, c'est-à-dire mon objectif est de perdre du poids, donc dès que j'ai perdu du poids, hop, je reprends un cycle, et pour reperdre du poids, et que je reprends un cycle, etc., etc. Ou est-ce que je prends la décision de regarder, d'observer mon bol alimentaire et d'essayer, encore une fois, comme vous l'avez soulevé à plusieurs reprises, avec bienveillance, avec réelle bienveillance, se dire pourquoi est-ce que je fais ça? Quel est mon réel objectif? Est-ce que c'est vraiment de perdre du poids pour rentrer dans cette tenue pour telle date? Ou est-ce que pour plaire à telle personne? Ou est-ce que mon objectif c'est d'être en bonne santé, pour moi, pour mon entourage, pour ma famille? Et que comme par hasard, si j'aide mon corps en fait à fonctionner comme il faut, mon poids va revenir à son poids de forme. Et puis peut-être aussi arrêter de se focaliser sur l'apparence, ce petit bourrelet, ce petit truc en plus que l'on va voir avec un regard très critique et voire destructeur. C'est pas du tout bienveillant en fait envers soi-même. C'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui se travaille sur la durée, ça.
Parce que quand on a peut-être une idée très précise de j'aime pas mes bras, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mon ventre, j'aime pas ce bourrelet, il faut probablement des mois pour enlever finalement cette phobie en fait, hein, voire des années pour certains, voire parce des que années. ça peut dater de très loin. Mais je veux dire, quand on le travaille en tout cas, quand on se met à y travailler dessus, on va se poser la question de dire finalement, si ça passe par la bienveillance de dire tiens oui, en perdant du poids je vais aider mon corps et finalement ça va aussi réduire mon problème physique, alors tant mieux. Mais si au final mon corps est en bonne santé et j'ai une petite couche de gras qui me gêne à un endroit, probablement qu'en cherchant des stratégies pour perdre ce gras, je vais finalement passer dans quelque chose qui va faire du mal à mon corps. Ça, c'est quand même le paradoxe de se dire je suis en bonne santé, j'ai juste un petit bourrelet qui me gêne à tel endroit, et finalement je vais mettre en place un régime qui, lui, va me créer des carences, va me créer des troubles du comportement. Au final, tout ça parce que mon objectif était que j'ai le corps qui soit dans des normes. Et là, en fait, on est dans quelque chose qui est pathologique. Là, on est dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc vraiment, encore une fois, c'est gardons à l'esprit la raison de la démarche, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit comportementale, qu'elle soit relationnelle. De toute façon, toute démarche a une raison. C'est les causes et les conséquences, et pour éviter des conséquences qui ne sont pas bienveillantes pour nous et pour notre entourage, bien sûr, par onde de choc, si l'on n'est pas bien à l'intérieur, il y aura un résultat sur l'entourage proche. Et ça, c'est important aussi de le rappeler, c'est régulièrement garder à l'esprit, je souhaite perdre du poids, prendre du poids, chacun sa démarche, mais pourquoi Parce qu'à la base, c'est pas censé être mon problème. Il y a des problèmes qui ont abouti à cette situation-là. Donc, si mon objectif n'est que de perdre du poids, c'est que je n'ai pas su voir en fait quels étaient les autres problèmes. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on fait en mettant le doigt sur les vraies problématiques. Le poids n'est pas la problématique. Il faut qu'on trouve là où s'il n'y en avait qu'une problématique, ce serait... Le poids, même je dirais l'apparence, parce que l'apparence va passer avant le poids. Ouais, exact. C'est le petit bourrelet qui va faire bloquer le regard que le partenaire de vie ou les amis n'auront pas remarqué, et ce petit bourrelet va être détonateur en disant je dois perdre du poids, mais c'est peut-être aucun rapport. Le corps vit aussi. Le corps n'est pas le même à 30 ans, à 40, à 70, à 80 ans. Le corps, la silhouette se modifie totalement. La silhouette se modifie. Puisqu'on sait que le gras bouge, la masse musculaire peut bouger, je peux avoir plus de muscles en haut, plus de muscles en bas, selon mon activité, selon mon équilibre hormonal aussi. Hein, c'est vraiment quelque chose qui influence énormément la localisation du gras, notamment l'équilibre hormonal. C'est pas pour rien qu'on voit qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de gras qui est localisé vers le bas, au niveau de la culotte de cheval. On sait que ça correspond à un profil hormonal très spécifique. Donc, je ne vais pas, au fur et à mesure des années que mon corps va évoluer, je ne vais pas pouvoir décider de la silhouette finalement que je vais pouvoir obtenir si elle ne colle pas à l'état physiologique dans lequel je suis. Et en plus, probablement que cette attente que je peux avoir d'avoir un corps comme ci, comme ça, avec et cette notion de perfection, probablement aujourd'hui, elle me génère, elle pourrait être un danger pour moi en fait. Je pense qu'on peut même aller jusque-là. Je pense que ça met en danger mon corps en fait. Ça met en danger parce que il y a aussi l'apport de ce qu'on va appeler des compléments alimentaires. Je vais mettre en place des stratégies. Voilà, stratégie peut-être pour modifier l'apparence, modifier la perte de poids, favoriser l'accélération du métabolisme. Donc, et également une complémentation de vitamines et minéraux qui ne sont peut-être pas nécessaires à un moment déterminé pour l'organisme. Ça aussi, c'est important. Tout à fait. Dans les réseaux aujourd'hui, sur les médias, on voit vraiment énormément de publicité pour telle action, tel complément alimentaire qui va faire ceci, qui va faire cela, qui va me faire maigrir, qui va faire une détox du foie, qui va me... C'est fabuleux. Ça fait tout. C'est absolument fabuleux. Ça fait le café, la cuisine, la vaisselle, le ménage, ça fait tout. Très régulièrement, les patients me disent « Mais est-ce que vous pensez que ça marche ?»
Et j'ai dit, on est probablement là, sur un bouton parmi, on a cité, j'ai dit qu'il fallait 100 leviers, on est probablement sur un bouton qui peut être intéressant dans un certain nombre de situations. Évidemment que si je manque de magnésium, il est intéressant de prendre du magnésium. Évidemment que si ma thyroïde est vraiment fonctionne pas très bien, il faudrait que je puisse la nutrir déjà correctement, la renutrir correctement, ce que je pourrais faire d'ailleurs, soit avec des aliments, soit effectivement par des compléments alimentaires. Prescrit peut-être par un professionnel de la santé. En fait, il nous faut une prise de recul. Voilà. En fait, il faut qu'on puisse avoir du recul. C'est-à-dire que moi, je vois des personnes qui cumulent les compléments alimentaires entre eux et qui se retrouvent ensuite, lorsqu'ils font une analyse de sang, avec un excès de vitamines, ce qui normalement n'est pas possible, hein, sans complément alimentaire. Simplement avec une alimentation normale, on ne peut pas être en hypervitaminose. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, on observe que les gens qui font de l'automédication et qui prennent des compléments alimentaires divers et variés, ils peuvent se retrouver en hypervitaminose. C'est-à-dire trop de vitamine B9, trop de vitamine B12, on voit trop de vitamine A également, le bêta-carotène, qui aujourd'hui, on a même des indications aujourd'hui de l'Agence pour la santé qui nous précise que, attention, risque de cancer avec trop de vitamine A. Donc, on ne peut pas, en fait, on peut pas survitaminer en fait, le corps. Mais ça génère forcément un déséquilibre parce que mettre en place une posologie, encore une fois, bon, je caricature, mais la posologie magazine, mettre en place parce que dans telle ligne de tel magazine, on aura lu que tel complément alimentaire allait favoriser ceci, cela. Si nous n'avons pas de carence, nous n'avons pas de complémentation en vitamines. Et pour observer les carences, on ne peut pas le deviner comme ça d'instinct. Alors bien sûr, on peut avoir une coupe de fatigue, prendre un peu de vitamine C, ok. Bien sûr, on peut avoir la tension dans l'œil, qui peut nous permettre d'observer une carence en magnésium. Mais pour un réel complément alimentaire sur la durée, la priorité, c'est de passer aussi par un circuit qui va vraiment nous permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. De regarder comment un symptôme, finalement, est parfois associé à d'autres symptômes et finalement était un signe d'appel. Ce qu'on appelle un signe d'appel, c'est par exemple, une personne qui se met à transpirer énormément la nuit, elle va me dire, oh, ce sont des bouffées de chaleur, mais ceci associé avec une perte de poids étrange, puisque la personne n'a rien fait, et finalement, tous les indicateurs qu'envoie mon corps, mis tout ensemble, ils peuvent permettre d'identifier une pathologie un peu plus sévère que simplement des bouffées de chaleur liées à la ménopause ou simplement le fait que la personne perd du poids et qu'aujourd'hui on trouve ça fabuleux quand on perd du poids. Mais non, perdre du poids quand on ne fait rien pour, il n'y a pas de raison qu'on perde du poids. Là, ça, encore aussi, c'est une notion, on a l'impression que c'est fabuleux de perdre du poids. Non, d'abord il y a des personnes qui perdent trop de poids, d'autres qui ont du mal à prendre du poids. C'est un vrai combat quand il s'agit de prendre du poids aussi. Et à ce moment-là, quand on est en détresse, comme ça, à vouloir perdre du poids ou prendre du poids, effectivement, on va se tourner vers des solutions diverses et variées, de compléments alimentaires, de solutions minceurs, en fait. J'ai des personnes qui se mettent à boire des shakers de produits divers et variés. Et il n'est pas rare qu'on voit les conséquences quelques semaines ou quelques mois après, dans les analyses, ou quelques années après, dans les analyses de sang. Une personne qui veut faire une détox ou qui me dit oui, le thé vert c'est fabuleux, c'est plein d'antioxydants, j'en bois toute la journée, la personne elle s'anémie complètement puisque oui, consommer trop de thé vert va faire fuir le fer, le calcium. En fait, tout excès finalement a des conséquences. C'est très surprenant à dire, mais même, alors évidemment avec les compléments alimentaires, mais même un aliment en excès a probablement des conséquences. On a conseillé encore récemment à l'une de mes patientes qui était constipée de boire uniquement de l'épargne de la Contrex ou de la Courmayeur jusqu'à 2 à 3 litres par jour. Ce sont des eaux extrêmement diurétiques, extrêmement chargées en minéraux. C'est extrêmement violent pour les reins. Elle a un risque majeur de générer des calculs urinaires, d'avoir
ça se verra dans l'analyse de sang d'ici quelques temps, la clairance qui diminue, parce que un état d'anxiété amplifié aussi. Qu'est-ce que c'est que cet excès à base d'eau? D'autant que cette personne, et j'ai eu l'occasion, moi j'utilise en consultation un appareil qui permet de mesurer la composition corporelle, cette personne est déshydratée. Et elle me dit, comment ça se fait? Je bois plus de 2 litres par jour. Je dis, vous buvez un diurétique qui élimine. Comment voulez-vous vous hydrater? Donc les conséquences sont importantes. Cette personne, elle est déshydratée, donc elle se fait des blessures régulièrement, elle a des migraines, donc elle va prendre un traitement pour la migraine. On tourne, alors qu'en prenant en compte, et c'est ce qu'on fait en consultation, c'est vrai que la première consultation généralement, c'est une énorme enquête pour savoir qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, quel est votre rapport à l'alimentation, quelle est l'activité que vous faites, quels sont vos horaires, quelles sont vos sources de stress dans votre vie, mais aussi tout l'aspect médical et l'aspect alimentaire. Au final, il n'y a qu'en ayant l'ensemble des données qu'on va avoir cette prise de recul et dire, attendez, on est en train de vouloir travailler sur un problème de poids, mais est-ce bien normal d'être constipé depuis 10 ans en allant 1 fois par semaine seulement à la selle? Jamais on n'ira consulter finalement. Comment ça se fait? Pourquoi ne va-t-on pas consulter? Parce qu'on est constipé alors qu'on vient consulter pour un problème de poids. Oui, c'est complètement contradictoire. C'est contradictoire et surtout ça veut dire qu'en fait on considère que si le corps n'élimine qu'1 fois par semaine, c'est pas grave, ce n'est pas une problématique. Il faut le dire aujourd'hui, il faut peut-être éduquer les gens, c'est problématique. Le transit est quelque chose d'extrêmement important, le bien-être intestinal est quelque chose qui est vital aussi bien pour mes émotions que pour mon immunité, que pour ma santé métabolique, etc. La capacité à ne pas développer des pathologies, à ne pas développer notamment des pathologies intestinales, il y en a de plus en plus, les intestins sont vraiment malheureusement, on fait les frais malheureusement d'une alimentation qui n'est pas forcément équilibrée ou en tout cas riche en produits, en pesticides, en métaux lourds et en additifs. Eh bien aujourd'hui, on devrait éduquer probablement pour dire le problème n'est pas tant le problème de poids, il est avant tout un problème de transit. Travaillons déjà sur ce problème-là. Et probablement que l'autre problématique va se résoudre à elle toute seule, mais il faut bien identifier, finalement c'est encore une fois, c'est mon corps que je dois aider. Je ne dois pas l'empêcher de stocker du gras ou je ne dois pas l'obliger à déstocker du gras. Je dois l'aider à fonctionner normalement. Et on va conclure aussi avec une importance qui est capitale, c'est-à-dire que quand on parle de poids, on ne s'arrête pas à la masse dite graisseuse du corps. Il y a le structurel, il y a l'organique, il y a le musculaire, il y a le cerveau. Donc tout ça, ça joue aussi sur la balance. Et trop perdre d'un côté, encore une fois, ça déséquilibre tout le reste. Cette notion de perte, comme on le disait tout à l'heure, si je perds autant de masse musculaire que de masse grasse, ce qui se voit très très bien justement aujourd'hui avec les moyens qui existent pour mesurer l'évolution corporelle en fait, à ce moment-là, c'est que je ne suis pas en train de faire du bien à mon corps, soyons clairs. Je suis en train de le dénutrir, je suis en train de perdre du poids, soi-disant pour ma santé, alors qu'en fait je suis en train de faire du mal à mon corps. C'est la même chose lorsqu'un sportif se met à consommer des grandes quantités de protéines, par exemple, pour pouvoir avoir davantage une prise de masse musculaire, et qui, en parallèle, ne se rend pas compte que probablement il a dépassé certains seuils d'absorption de protéines, et que dans quelques années, ses reins, clairement, seront en panne. Donc on ne peut pas gérer le poids comme si c'était quelque chose qui est plus important que tout le reste. Le poids est la conséquence de beaucoup de choses, à moi de savoir, de comprendre qu'est-ce qu'il a manqué à mon corps, qu'est-ce qu'il a manqué à mon cœur, qu'est-ce qu'il a manqué à mon cerveau, qu'est-ce qui ne va pas en fait, et qui explique que le poids soit arrivé là. Et une fois que j'ai trouvé, que j'ai mis le doigt sur l'ensemble des facteurs, et qu'on m'a aidé, parce qu'en fait je ne peux pas y arriver toute seule, tout seul ou toute seule, ce serait si facile si tout le monde réussissait effectivement à gérer ce point-là. On a toujours besoin de quelqu'un qui a finalement une approche probablement plus globale de notre problématique. Et encore une fois, vous me posiez la question au début de savoir finalement quel est le rôle du diététicien nutritionniste. Notre rôle, il est là. Il est d'abord
de s'assurer que l'alimentation elle est nutritionnellement équilibrée, et ensuite quand il y a trouble, d'arriver finalement à réparer les troubles via l'alimentation ou via d'autres conseils, puisque comme on disait, il faut travailler avec d'autres professionnels, de façon à ce que le corps bénéficie de tout ce dont il a besoin. Rien en trop, mais aucun manque non plus. Rien à dire de plus. En tout cas, merci infiniment Patricia de cette explication, de cet éclaircissement. Peut-être aurons-nous l'occasion de reproposer des choses ultérieurement. Alors, je rappelle, hein, vous êtes nutritionniste diététicienne. Alors, on dit dans quel sens? Alors, nutritionniste en plus, c'est intéressant parce qu'à la base, je suis aussi ingénieure nutritionniste. Voilà. Il y a aussi des médecins nutritionnistes, des coachs sportifs nutritionnistes. Il y a beaucoup de nutritionnistes. Je pense qu'on peut dire que nutritionniste est un adjectif qui ne veut pas dire grand-chose. Alors qu'il y a des métiers qui sont eux reconnus et donc on est professionnel de santé. Et d'ailleurs, les séances de diététique, elles sont remboursées. Non pas par la CPM malheureusement, mais aujourd'hui par les mutuelles, comme les ostéopathes, comme les psychologues. Certaines mutuelles, on va dire, prennent en charge plus ou moins les séances de diététique, puisqu'on est en train d'essayer de mettre en place cette médecine préventive qui consiste à dire oui, j'ai besoin d'aider individuellement l'individu pour qu'il aille mieux, alors qu'en parallèle, on peut aussi mener des actions de prévention beaucoup plus larges avec des publics très variés, auprès de publics très variés, pour que finalement la connaissance, l'information passe. Parce que plus je serai informée sur le fonctionnement de mon corps, et plus ce sera facile de l'aider à tenir en bonne santé, à être en bonne santé jusqu'au bout, j'allais dire. Voilà, pendant de nombreuses années. L'idéal est de mourir en bonne santé. On peut dire ça. C'est ça, oui, ce serait ça. Encore une fois, merci infiniment Patricia. Merci beaucoup. Merci Au revoir à tous et à très vite. Au revoir.